Cet épisode est la deuxième partie de l'interview avec Sébastien Carassou. Je vous invite donc, si vous ne l'avez pas encore fait, à écouter la première, afin d'être sûr de bien pouvoir suivre tout ce qui s'y dit. Le but de la science, c'est de comprendre le monde en se nourrissant constamment de ses erreurs. Moi, je considère que le futur, il n'est pas encore écrit, parce qu'il dépend d'une quantité infinie de facteurs et d'acteurs qui sont impossibles à mettre dans un ordinateur. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait, pour bien comprendre, pour continuer un peu là-dessus, qu'est-ce qui fait la différence entre une théorie scientifiquement valide et une théorie scientifiquement non valide ? Et pourquoi la valide, je me fais l'avocat du diable, pourquoi la valide vaudrait plus que l'autre au final, tu vois ? Est-ce que tu as beaucoup de gens qui vont dire finalement la science a eu beaucoup de failles par le passé, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de se tromper, c'est aussi un des principes, c'est-à-dire une théorie est valide tant qu'elle n'a pas été invalidée. Donc pourquoi aujourd'hui on pourrait dire qu'on est arrivé finalement à un état de connaissance qui nous permet d'avoir un certain nombre de certitudes ? Alors, certitude, c'est un grand mot. On n'a jamais de certitude en science. Alors, déjà, il faut peut-être commencer par comprendre ce que c'est la science, parce qu'au final on a une idée vague de ce que c'est la science, on a l'idée vague qu'on a quand on regarde les Avengers, quand on regarde la pop culture au cinéma, avec on a des Tony Stark qui font des accélérateurs de particules dans leur garage, mais c'est pas ça la science. La science, c'est un processus collectif qui cherche à... Bah oui, je suis désolé, il y a peut-être des Tony Stark dans le monde, mais alors pas dans leur garage. Donc la science, c'est un effort collectif. Donc le mot important, c'est collectif. Et le but de la science, c'est de comprendre le monde en se nourrissant constamment de ses erreurs. Donc on a une espèce de triangle magique entre ce qu'on appelle les observations ou les expériences. Donc on va observer un phénomène du monde. On va essayer de trouver une histoire qui explique nos observations. Cette histoire, on l'appelle une théorie ou un modèle. Ces modèles, on va s'en servir pour faire des prédictions. Donc des nouvelles observations qu'on n'avait pas avant et qui pourraient être des nouvelles connaissances si on les observait. Donc l'idée, c'est de dire si notre théorie est vraie ou si notre modèle est vrai, on devrait observer ça. Et à partir de là, on construit des nouvelles observations, on construit des nouveaux instruments de mesure pour observer ce truc. Si on l'observe effectivement, ça veut dire que la théorie, elle est pas dégueu pour expliquer le phénomène qu'on observe. En tout cas, ça nous permet de développer des nouvelles connaissances sur le monde. Et si la prédiction de la théorie fonctionne pas, si on n'observe pas ce qu'on devrait observer, en ce cas-là, c'est que notre théorie, elle fonctionne pas. Ses fondements sont biaisés. Donc, on va soit modifier la théorie, soit la jeter à la poubelle. Donc, c'est comme ça que la science, elle fonctionne. En science, on n'a pas... la science n'a pas pour vocation de créer des vérités figées, contrairement à ce qu'on peut entendre dans les milieux anti-science qui ont une vision un peu biaisée de comment ça fonctionne. Ce qui rend la science puissante au final, c'est qu'elle est consciente de ses failles, c'est qu'elle est toujours, ça lui permet d'évoluer constamment en fait, contrairement à plein d'autres approches pour comprendre le monde. Et voilà, donc on a des allers-retours constants entre les prédictions de nos modèles et nos observations, et c'est ça qui nous permet de construire de manière incrémentale une construction de connaissances sur lesquelles on peut se baser ensuite, comme dirait, pour paraphraser Newton, de s'appuyer sur les épaules des géants. Donc voilà, un petit point peut-être sur le fait qu'en science on ne cherche pas à valider ces théories, contrairement à ce qu'on entend beaucoup dans la presse. Donc quand on lit des trucs comme Einstein avait raison, non, Einstein il avait tort, Einstein il aura toujours tort, parce que tous les modèles et toutes les théories sont fausses par définition. Elles sont fausses parce qu'elles sont limitées, elles ont un cadre conceptuel dans lequel elles sont valides, mais si on s'écarte de ce cadre conceptuel, elles marchent plus. Par exemple, aujourd'hui, si on veut expliquer comment les galaxies, donc ces énormes structures dans l'univers, évoluent, on a peu recours à la mécanique quantique qui va nous expliquer comment la physique du très très petit fonctionne. Parce que le formalisme mathématique est pas le même, parce que on n'a pas les mêmes outils conceptuels qui nous permettent d'expliquer le mouvement d'une galaxie à partir du mouvement de tous ses atomes. Même si en vrai tout est lié. Mais nos théories, elles sont limitées par essence. Tous les modèles sont faux, ça c'est un dicton populaire en science. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Et donc on peut construire comme ça des modèles utiles qui sont valides à un temps donné. Toutes les théories ont une durée de vie donnée, alors qui est pas écrite dans le marbre, mais pour l'instant, on a des théories qui fonctionnent plutôt bien pour expliquer, l'évolution des grandes structures dans l'univers, l'évolution du climat jusqu'à un certain point, l'évolution de... Oui, ou la gravité de Newton qui continue de fonctionner, et qu'on apprend toujours à l'école, mais qui a été améliorée, dépassée par la relativité. Tout à fait. On peut expliquer des phénomènes
avec plus de précision grâce à la relativité générale, mais on envoie toujours des sondes dans l'espace avec la gravité de Newton. Donc on n'a pas jeté la gravité de Newton à la poubelle, on a surtout amélioré ces modèles-là pour les mettre, pour les rendre valides dans des conditions qu'on n'observe pas dans la vie de tous les jours, dans des trous noirs, dans des objets ultra massifs ou ultra énergétiques. Donc là, c'est là où on a besoin de nouvelles théories. Et donc je pense qu'on peut dire qu'après 400 ans de méthodes scientifiques, on a une connaissance du monde qui est pas dégueu. Hein. Elle a évidemment pas toutes les réponses. Ça veut pas dire qu'elle est finie. Ouais, exactement, elle est jamais finie. À chaque fois qu'on pose une question en science, à chaque fois qu'on répond à une question en science, on pose 10 nouvelles questions. Mais à chaque fois, c'est des questions qui sont de plus en plus précises, de plus en plus complexes, et du coup, les connaissances qu'on a sur le monde, elles sont cumulatives. Et donc voilà, nos théories, elles deviennent de plus en plus complètes, parce qu'au fil des années, on a des meilleurs instruments qui nous permettent d'avoir accès à des trucs qu'on ne voyait pas avant. Aujourd'hui, on a accès à des microscopes qui nous permettent de faire des images d'atomes individuels. On peut observer aussi des galaxies qui se trouvent à des milliards et des milliards d'années-lumière de la Terre. Ça, on n'avait pas il y a 50 ans. Et donc, toutes les théories qu'on avait il y a 50 ans, elles peuvent maintenant être updatées à la lumière de toutes les nouvelles observations qu'on a. Et donc voilà. Donc ça, c'est est-ce que ça dit, je dirais un peu là-dessus, est-ce que ça dit aussi, après je voudrais revenir aussi sur ton expérience justement d'adolescent, ce sentiment-là justement qu'on est à une époque de l'histoire qui est particulière parce qu'on a 400 ans derrière nous et qu'on arrive avec des outils qui sont incroyables, comme tu dis, on arrive à observer des galaxies lointaines ou des atomes. Qu'est-ce que ça dit de notre capacité aussi à régler les problèmes qu'on a par rapport au phénomène Terre, à l'intérieur de la Terre? C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de gens qui sont justement dans cette confiance absolue en la science et en notre capacité à découvrir les choses. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, t'as des gens qui vont dire finalement on a toujours notre cerveau préhistorique, on a nos institutions qui datent du Moyen-Âge, mais on a une technologie de science-fiction. Qu'est-ce que tu penses du technosolutionnisme en fait? Est-ce qu'effectivement on est arrivé à un niveau de maturité sur ces questions-là qui nous permet d'appréhender le réel, de le maîtriser et de redevenir maître en fait de notre destin sur ça? Clairement pas. Je pense que la science et la technologie, c'est deux choses différentes. Et le technosolutionnisme, je suis assez réticent en général. Alors pas toutes les technosolutions se valent. Je veux dire. Par exemple, si on prend la géo-ingénierie, le fait de changer, de modifier volontairement le climat de la Terre pour le rendre plus supportable, il y a énormément de projets de géo-ingénierie qui sont toutes sur le papier. Il n'y en a aucune qui est mise en place en vrai, alors à part quelques trucs un petit peu pas légaux. Donc voilà, l'idée c'est soit d'envoyer des sulfates dans l'atmosphère pour favoriser la formation de nuages, soit d'enterrer du carbone. Alors ça c'est une solution à laquelle je suis plus d'accord. Donc capter du carbone de l'atmosphère pour l'enterrer dans le sol, ça c'est quelque chose qui pourrait vraiment nous aider parce que le carbone il est toujours moins dangereux dans la Terre que dans l'atmosphère. Mais il y a des limites à toutes ces solutions, à toutes ces techno-solutions là, parce que ça implique en fait une stabilité économique, politique, au niveau des sociétés, qu'on n'aura pas forcément dans les années à venir, parce qu'on évolue aussi vers un monde plus instable sur tous les plans. C'est un argument contre le nucléaire aussi, notamment. Ça. C'est un argument contre le nucléaire. Alors pour le coup, oui, je suis moins contre le nucléaire, parce que voilà, ça doit être remis aussi dans son contexte. De dire, je suis plus pour le démantèlement des centrales à charbon que des centrales nucléaires. Pour ce qu'on a aujourd'hui, le nucléaire, ça nous convient plutôt bien, même si c'est une énergie qui a aussi un domaine de validité, qui n'est pas renouvelable sur le très long terme, mais il se trouve qu'on a à l'heure actuelle une course contre le climat, et on a une société à faire fonctionner, qui a besoin de stabilité dans ses apports énergétiques, et il se trouve que quand on fait le vrai coût bénéfice-risque, on se rend compte que le nucléaire c'est pas si mal en fait, et que la perception des risques du grand public est largement surévaluée par rapport à ce que dit la science à ce sujet. Après, je suis loin d'être un expert à ce sujet, et je recommande plutôt des experts comme Tristan Camin ou Jean-Marc Jancovici à ce niveau-là. Donc voilà. Pour revenir à cette période où tu as beaucoup creusé sur des théories alternatives,
Est-ce qu'il y a des choses qui sont des choses à prendre, il y a des choses à laisser? Il y a des théories qui sont bien sûr absurdes, telles que celles soutenues par exemple par les platistes qui vont dire comme faire que la Terre est plate. Il y a pas mal de vidéos assez rigolotes là-dessus sur YouTube. Plus ou moins rigolotes, oui. Ouais, c'est ça, ça dépend comment tu le prends. Qu'est-ce que tu dis par exemple d'autres théories du type machine à énergie libre ou des technologies extraterrestres qui pourraient nous sauver d'un destin a priori bien sombre? Il y a des gens qui sont assez sérieux finalement quand tu creuses sur ce sujet-là. Oui, ils sont très très sérieux, bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses à garder là-dedans? Malheureusement, j'ai bien peur que pas grand-chose. C'est généralement des solutions qui sont faussement rassurantes. Alors, faussement parce que généralement, quand quelque chose est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. On vit dans un monde complexe et ces solutions qui semblent toutes simples pour répondre à un problème complexe, en pratique, elles le sont pas vraiment aussi simples. Elles cachent souvent un vice caché soit qui est mis sous le tapis volontairement ou involontairement. Et malheureusement, des gens qui bossent dans leur garage tout seuls pour faire des moteurs à énergie libre, ça marche pas plus que ça en pratique, quoi. Quand on met ça face à des consensus scientifiques établis, c'est même des illusions que je trouve un peu dangereuses dans une certaine mesure, parce qu'elles détournent notre énergie collective vers au-delà des vraies solutions. Tu peux dire 2 mots peut-être sur l'énergie libre, parce qu'il y a pas mal de contenu là-dessus sur ce que ça serait en une phrase. Ouais, alors l'idée c'est d'avoir des moteurs qui produisent de l'énergie soit à partir de l'énergie du vide, donc il y a un truc très très, il faut vraiment agiter beaucoup les mains quand on le dit, soit avec des aimants, une espèce de truc de savant fou où on mettrait des aimants partout pour faire de l'énergie infinie. Le problème de ces trucs-là, c'est que ça prend pas en compte des considérations physiques très très pratiques et qu'on connaît depuis certains depuis 400 ans, certains depuis moins longtemps. Et c'est des principes physiques qui sont à la base de notre compréhension du monde, donc il faut remettre peut-être ça en contexte avant de prendre ces trucs-là au sérieux. Par exemple, je sais pas, la vitesse de la lumière, c'est quelque chose de très bien établi, hein. On peut la mesurer, on sait que c'est 300 000 km par seconde, et on sait qu'on peut pas aller plus loin aujourd'hui, parce qu'on a plein d'expériences indépendantes qui le montrent. On a les immenses distances entre les étoiles qui limitent pas mal le voyage interstellaire de certains aliens qui viendraient voler nos vaches. On a la conservation de l'énergie, hein. On peut pas créer de l'énergie à partir de rien. On peut juste transformer de l'énergie qui est existante en une autre forme d'énergie. Ça, on peut le faire. Mais par contre, créer d'énergie à partir du rien, c'est difficile. On a aussi la deuxième loi de la thermodynamique qui nous dit qu'une machine avec un rendement de 100%, ça peut pas exister. Il y a toujours des pertes énergétiques, toujours, et qui sont essentiellement dues à la chaleur qui est dégagée par votre machine et qui va dégrader la qualité de votre énergie, hein, de son côté utilisable. Ce qu'on appelle l'entropie, c'est ça? Ouais, l'entropie dans un système, ça augmente forcément si on laisse le système isolé. Donc le désordre en général, on a tendance à dire que c'est le désordre d'un système. Donc il faut de l'énergie pour ordonner un système, mais si on le laisse tout seul, il va tendance à se désorganiser tout seul. Donc le problème, c'est que tout ça va à l'encontre tous ces concepts de machines à énergie libre va à l'encontre du consensus scientifique le plus basique, de nos principes physiques les plus basiques. Et c'est pour ça qu'on peut se dire, sans trop étudier ces machines-là, même c'est pas une mauvaise volonté de la part des scientifiques, hein, c'est juste ça va tellement à l'encontre de ce qu'on sait aujourd'hui qu'on peut légitimement et rationnellement se dire que ça va pas marcher, parce que ça va toujours cacher quelque chose sous le tapis. Donc ça n'a rien à voir avec un lobby scientifique qui voudrait cacher volontairement des preuves. Voilà, on a la solution magique à tous les problèmes, mais certains scientifiques veulent nous le cacher, ou les gouvernements, ou les reptiliens, je ne sais pas. Mais les lois de la physique, elles sont pas corruptibles en fait. C'est quelque chose qu'on peut observer indépendamment si on a les instruments pour les mesurer. Et voilà, donc ce que je recommande aux gens qui croient à ces trucs-là, c'est de développer une espèce d'hygiène mentale, une autodéfense, des stratégies d'autodéfense intellectuelle pour ne pas se laisser manipuler dans des trucs comme ça, qui en fait nous font perdre plus de temps qu'autre chose, alors qu'on a des vraies solutions qui ne sont apportées par un consensus scientifique en place. Alors le consensus scientifique, il faut savoir que c'est le plus haut degré de confiance qu'on peut avoir dans quelque chose, il est donné par le consensus scientifique actuel. Un consensus scientifique, ça peut changer au fil du temps, il y a aucun problème là-dessus. Mais si on veut être rationnel et si on veut minimiser le nombre de fois où on se trompe quand on prend une décision, se baser sur le consensus scientifique, ça a tendance à minimiser les erreurs qu'on va faire. Donc voilà, quand on lit, il y a ce qu'on appelle la pyramide des preuves, des niveaux de preuves. Alors c'est une espèce de pyramide conceptuelle sur lesquelles on va baser notre confiance, et plus on est bas dans la pyramide, moins on peut faire confiance à ces trucs-là. Plus on est haut dans la pyramide, plus on peut y faire confiance. Donc à la
toute base de la pyramide, on a ce qu'on appelle la rumeur. Donc la rumeur, tout le monde peut faire des rumeurs. Hein. On sait que beaucoup de rumeurs ont été fausses par le passé, donc on peut pas forcément faire confiance aux rumeurs. Au-dessus, on a les témoignages. Donc voilà, quelqu'un qui dit avoir vu quelque chose, on peut déjà plus faire confiance à un témoignage qu'une rumeur, mais pas beaucoup plus non plus. En dessus, on a la parole d'expert. Donc si Monsieur X, prix Nobel de chimie, dit que ce truc en chimie est vrai, on va tendance à lui faire confiance parce qu'il parle de son domaine d'expertise. Moins s'il va parler d'autre chose que son domaine d'expertise. Au-dessus de la parole d'expert, on a les articles scientifiques. Tu lui fais pas confiance à Donald Trump sur le climat? Par exemple. Je sais pas en quoi il est expert, lui, d'ailleurs. Même pas en business, d'ailleurs. En tweet. En tweet, oui, peut-être. En buzz. Et donc voilà, donc en dessus on a les articles scientifiques sur lesquels généralement les articles scientifiques avant d'être publiés ils sont relus par d'autres experts du domaine, donc on peut se dire que s'ils sont publiés dans des revues à comité de lecture, c'est qu'ils sont relativement sérieux. D'accord, il y a quand même un certain nombre de garde-fous qui sont, si on prend la peine de regarder. Exactement. Donc au-dessus on a la méta-analyse et au-dessus on a le consensus scientifique. Donc c'est. Je voudrais avoir un peu plus ton avis sur ouvrir sur ce qui peut se passer, les solutions, le futur de manière large. Est-ce qu'il existe une solution à nos problèmes bien terrestres actuels, dont on a parlé, qui puisse se trouver en regardant les étoiles, en comprenant les galaxies finalement? À quoi ça sert de comprendre les trous noirs ou l'évolution des galaxies si tu ramènes ça à notre problématique actuelle? Alors, je peux te répondre de manière très pragmatique. Comprendre la fusion nucléaire des étoiles, ça peut pas mal nous aider à comprendre, à résoudre nos enjeux énergétiques actuels, notamment avec la fusion nucléaire qu'on essaie de faire depuis un moment. Ouais, la maîtriser, ouais. Mais après, de manière moins pragmatique et plus poétique, on a ce qu'on appelle, comme je disais, la perspective cosmique, de s'accorder sur le rythme du cosmos, de penser les temps longs, de prendre du recul sur sa position dans l'univers. Ça change les questions qu'on va se poser en général. Ça va changer aussi les décisions qu'on va prendre. On va avoir l'overview effect dont on parlait avec Jean-Pierre Gou, exactement. Ouais. C'est une sorte d'overview effect, mais qu'on peut appliquer à son quotidien parce que on a soudainement le pouvoir de penser sur plusieurs échelles de temps en même temps. Et ça, c'est vachement utile quand on veut comprendre le monde actuel, quoi, de se dire que même si on fait la révolution demain, il y a des systèmes sociaux qu'on va pas changer du jour au lendemain. Il y a des systèmes écologiques qu'on va pas changer du jour au lendemain. Elles s'inscrivent dans des échelles de temps qu'il faut comprendre et qui ont une dynamique propre. Et si on comprend ces dynamiques propres, on peut agir dessus de manière plus efficace et peut-être plus éthique ou plus efficace. Et donc voilà, donc il y a aussi l'astronomie comme source d'humilité, comme le disait Carl Sagan. Moi, je vois l'astronomie comme une réponse philosophique à une vision un peu dépassée, un peu aristotélicienne et un peu judéo-chrétienne du monde, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la nature est là comme une ressource à prendre. On est au-dessus du reste de la nature, mais je pense qu'une bonne partie de la situation actuelle, elle est due à ce mode de pensée-là. Et on a clairement besoin d'un autre mythe pour en tant qu'espèce, quoi. Et en fait, la science, ce qu'elle nous montre, les sciences humaines, les sciences dures, elles nous montrent qu'on fait partie intégrante de la nature et la science va essayer de tisser des liens invisibles qu'on tisse entre nous, entre le vivant, entre les étoiles, entre nous et les étoiles, entre nous et le système Terre, ce qu'on appelle des systèmes socio-écologiques. Et donc voilà, savoir ce qui permet à la toile complexe du vivant d'exister et à nous d'exister par la même occasion, pour moi c'est un prérequis qui peut empêcher la destruction de la toile du vivant, j'espère, s'il vous plaît. On passe le message, s'il vous plaît, bien. Si vous nous écoutez. Ah oui, et au-delà du côté très poétique de voilà, on tisse les liens invisibles avec la nature, il y a aussi des retombées économiques et technologiques qui sont quand même pas négligeables. Généralement, on a tendance à critiquer le spatial pour dire on balance des milliards d'euros dans le spatial. Alors à quoi ça sert si c'est pour aller détecter des petites bactéries sur Mars ou le papier alu, le micro-ondes. Voilà, par exemple, le micro-ondes, ça a une retombée technologique. Il faut savoir que l'algorithme de traitement d'image du télescope Hubble, il est aujourd'hui utilisé pour détecter des cancers. Donc des trucs qui sont développés pour la recherche fondamentale peuvent aussi percoler dans la vie de tous les jours. Il y a aussi les capteurs CMOS qu'on retrouve dans les smartphones, dans toutes les caméras des smartphones aujourd'hui. Les capteurs photo ont été développés par la NASA il y a un moment pour miniaturiser les appareils photo des sondes spatiales. Donc on a des retombées technologiques tout ce qui est recherche de pointe. Et si vous tapez NASA spin-off sur Wikipédia, vous allez trouver une liste impressionnante de trucs qui sont directement
issus de la recherche spatiale et qui impactent notre vie de tous les jours, quoi. Juste les poils téflon, c'est un truc de malade. Les couches culottes, ce sont des trucs qui sont dérivés de recherches très sérieuses pour les astronautes, etc. On va les bébés dans l'espace. Peut-être dans le futur. Qu'est-ce qui fait que l'humanité entretient un certain rapport avec le cosmos et semble, comme aujourd'hui encore, tu vois, vouloir y trouver des réponses déjà du temps des Égyptiens ou plus récemment de celui des Mayas, tu vois, il y a quand même, on a détecté des traces de cette préoccupation. Comment tu penses ça ? Moi je pense ça parce que alors le ciel en fait il unit l'humanité depuis ses débuts, hein. On est tous sous le même ciel, enfin à un hémisphère près évidemment, mais on a tous grandi sous le même ciel et ce qui est bien avec le ciel c'est qu'il est rassurant parce qu'il évolue de manière cyclique. On peut construire des calendriers avec le ciel et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les premières civilisations, les Babyloniens, les Égyptiens, etc. Ils se sont servis du ciel pour essayer de prédire quand est-ce qu'il faut planter des graines, quand est-ce qu'il faut les récolter, parce que ça aussi, le ciel, notre connexion au ciel a permis à l'agriculture de se développer. Donc on peut comprendre que le ciel a joué un grand rôle dans l'évolution de nos sociétés. Si je prends les Algonquins ou certaines tribus amérindiennes, elles avaient notamment détecter la position d'un amas d'étoiles qu'on appelle les Pléiades, et les Pléiades elles disparaissaient dans des périodes spécifiques de l'année, au tout début du printemps, et elles disparaissaient au tout début de l'hiver du ciel, ce qui fait qu'on pouvait savoir quand est-ce qu'on plantait, quand est-ce qu'on récoltait. Et donc voilà, ça nous a permis de mieux comprendre comment fonctionnent les cycles de la nature. Les phénomènes cycliques, c'est rassurant quand on vit dans un monde ultra complexe dont on peut pas prédire forcément l'issue et qui vient pas avec un manuel d'instruction de base, hein. On commence à construire un manuel d'instruction avec la méthode scientifique, mais on a que 400 ans derrière nous, alors que on existe en tant que civilisation depuis environ 10 000 ans. Le ciel, il a été aussi vu comme une source de sens. On y a imprimé pas mal de mythes. Les dieux du passé, ils s'inscrivaient dans les étoiles, hein. Je sais pas, on prend chez les hindous par exemple, les étoiles qui forment la constellation de la Grande Ourse, c'était les 7 rishis, les 7 sages primordiaux qui ont assisté à la création du monde. Donc on pouvait voir tous les soirs comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Nous, ce qu'on voyait, c'est une femme qui a été envoyée par Zeus et qui a été changée en ours. Ça, c'est le mythe grec de la Grande Ourse, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle la Grande Ourse. Ça correspond à ce mythe de tromperie un peu bizarre qui fait que Zeus a décidé d'envoyer une de ses amantes dans le ciel pour pas qu'elle se fasse tuer par sa femme jalouse. Mais donc voilà, le ciel agit comme une espèce de test de Rorschach géant sur lequel on va imprimer nos rêves, nos aspirations, nos valeurs aussi. Et cette connexion au ciel, on l'a toujours gardée jusqu'à aujourd'hui, paradoxalement, parce qu'aujourd'hui on a tous les outils pour comprendre. On l'a un peu moins, ouais, parce que déjà on regarde beaucoup moins on voit moins le ciel, ouais. Tout simplement. La pollution lumineuse nous a littéralement éteint le ciel, nous a éteint la Voie lactée. Enfin, c'est rare de trouver des gens aujourd'hui qui ont déjà vu la Voie lactée, à part les gens qui vivent en campagne, loin des lumières des villes. Mais cette connexion au ciel viscérale qui a alimenter les espoirs et les rêves de l'humanité depuis 10 000 ans, on l'a moins aujourd'hui à cause de cette pollution lumineuse. Et c'est paradoxal parce que au XXe siècle, on a vécu la plus grande transformation philosophique de toute notre histoire et c'est passé un petit peu à côté. Alors, pour rappel, hein, on sait depuis moins de 100 ans qu'on n'est pas la seule galaxie de l'univers. Donc avant 1920, par exemple, on pensait que la Voie lactée était la seule galaxie de l'univers connu. Aujourd'hui, on pense qu'on vit dans un univers avec 2000 milliards de galaxies, chacune de ces galaxies contenant des centaines de milliards d'étoiles comme notre Soleil, et dans un univers qui s'étend en permanence depuis 13,8 milliards d'années. C'est une révolution copernicienne, plus que copernicienne, quoi. On est passé de très petit à très petit. Et de très important à très insignifiant, quoi. Exactement. Et à chaque fois qu'on découvre des choses, on découvre qu'on est de plus en plus insignifiant au final. Mais d'ailleurs, il y a une super série sur Arte qui s'appelle Une espèce à part et qui montre ça très bien avec beaucoup de jolis graphiques. Mais voilà, on a vécu une révolution vraiment philosophique profonde qui sont dues aux évolutions technologiques de nos instruments et aux outils théoriques qu'on utilise pour comprendre nos observations.
mais on s'en a pas l'air de s'être rendu compte plus que ça. Alors en tout cas, sur l'impact sur l'humanité, mais en tout cas dans le monde scientifique, tu vois, est-ce qu'on peut dire que la science à son niveau actuel nous permet vraiment d'appréhender ce qu'on peut appeler le réel et de comprendre fondamentalement la période qu'on est en train de vivre et d'en comprendre les implications? Alors toutes les implications, non. Toutes les implications, non, parce qu'il y a ce qu'on appelle les inconnus connus et les inconnus pas connus. Les inconnus inconnus. Les known unknown et les unknown unknown en anglais. La science, comme j'ai dit, c'est une entreprise humaine qui connaît ses failles, qui connaît ses limites. Et forcément, quand on a affaire à des systèmes complexes comme des sociétés, quand on a affaire à des systèmes complexes comme le climat, la météo, donc on a tendance à dire « Oh là là, mais comment on arrive à savoir les évolutions du climat alors qu'on sait même pas prédire la météo à plus d'une semaine ?» En fait, c'est pas les mêmes phénomènes qui entrent en jeu. Et quand on moyenne la météo sur des échelles de temps longues, on arrive à prédire les évolutions du climat avec une précision qui est pas trop dégueulasse. Évidemment, on a des limites juste pour parler du climat, les plus grandes limites actuelles sur nos modèles climatiques, à part la fonte du pergélisol et les hydrates de méthane dont on n'arrive pas à quantifier les effets, c'est la formation des nuages. Alors c'est bizarre parce qu'on peut se dire les nuages c'est des trucs de maternelle, on arrive à voir le cycle de l'eau depuis qu'on est à l'école, mais en pratique c'est vachement dur à modéliser la formation des nuages. Ça implique des échelles qui sont du dixième de micromètre jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres, et à reproduire ça dans des ordinateurs c'est juste impossible. Donc on a nos grandes sources d'incertitude, les barres d'erreur qu'on voit sur les graphiques du GIEC, c'est essentiellement dû à ça, quoi. C'est essentiellement dû au fait qu'on comprend pas les processus physiques précis derrière la formation des nuages. Et on arrive à prédire à une certaine échelle, évidemment, mais... Puis on va pas aborder ça là, mais il y a aussi une partie de la science qui, de toute façon, est un peu probabiliste, donc on ne pourra pas, et j'imagine qu'il y a des phénomènes quantiques aussi là-dedans dans les... Oui, mais il y a des phénomènes quantiques, mais aussi des phénomènes sociaux, Je veux dire, nos sociétés, on n'a pas de modèle prédictif sur l'évolution de nos sociétés, n'en déplaise à beaucoup de collapsologues. Sur les nuages. Oui, mais sur les nuages, ou sur plein de systèmes, en fait, et sur les interactions entre ces différents systèmes qui agissent à des échelles de temps différentes, à des échelles spatiales différentes. Et quand on veut mettre ça dans un ordinateur, pour l'instant, on n'arrive pas, quoi. Enfin, on n'arrive pas jusqu'à une certaine échelle. Donc, on peut dire qu'on a certains scénarios qui sont plus probables que d'autres, et on aurait raison de se fier à ces prédictions-là, jusqu'à un certain point. Mais on aurait tort de pas les écouter. Et j'ai l'impression que beaucoup de la classe politique dominante aujourd'hui n'écoute pas, ou alors refuse d'écouter, ou alors est trop engoncée dans un système particulier qui les empêche d'agir qui les empêche d'écouter le consensus scientifique actuel, en fait, sur les recommandations qu'elles font. Qu'est-ce que tu penses de l'hypothèse d'un plan B dont on a rapidement parlé au début, en fait, si la Terre devient inhabitable, en fait, donc les scénarios un peu interstellar sur Proxima B, qui serait la planète qui ressemble à la Terre la plus proche, ou tout ce qui est le terraformisme, je ne sais pas comment. Terraformation dont parlait Elon Musk, sur Mars, ça t'évoque quoi? Ça m'évoque beaucoup de science-fiction. Alors, il se trouve que sur... Ça t'évoque des bons films. Ça m'évoque des bons films, voilà. Ça m'évoque des bons films. Ouais. Je suis un fan de SF, donc je peux pas renier les films que je regarde. Par contre, quand on commence à prendre ces scénarios trop au sérieux, je trouve que c'est un peu dangereux de mettre toutes ces billes dans l'espoir d'une autre planète. Le fait de se dire on va coloniser Mars pour avoir une planète B, non, ça marche pas, parce que Mars a une atmosphère qui est beaucoup trop fine, qui filtre pas les ultraviolets. Les gens qui vont aller sur Mars, si on va un jour sur Mars, ils vont avoir des risques de cancer qui sont beaucoup trop élevés par rapport à ce qu'on a sur Terre. Même sur une Terre pourrie par le réchauffement climatique, ce sera toujours plus vivable que Mars aujourd'hui, qui est un désert stérile. On pourra pas faire des cultures facilement sur Mars, parce que Mars c'est l'équivalent d'un sol terrestre sur lequel on a balancé plusieurs litres de javel, et donc faire pousser des trucs sur Mars, même des patates, ça va être ultra dur pour faire tenir des générations suivantes. Proxima B, n'en parlons pas, Alors j'ai fait une série sur ma chaîne qui s'appelle Voyage vers Proxima B, et qui raconte le voyage probable d'une colonisation dans le futur lointain, genre dans 200 ans de Proxima B. Il se trouve qu'on n'a pas de limite technologique qui nous empêche de limite physique plutôt, qui nous empêche de voyager à travers les étoiles. Il y a beaucoup d'ingénieurs et de chercheurs du XXe siècle qui ont rêvé à ces trucs-là. En pratique, les coûts économiques et technologiques sont tellement élevés
Et on n'a tellement aucune idée de comment faire vivre une population dans un truc fermé et en vase clos, quoi. Faire aujourd'hui du voyage interplanétaire ou interstellaire, ça nous implique de penser très très fortement à comment recycler nos matériaux, comment minimiser nos déchets, comment vivre dans une société plus durable. Donc les recherches là-dedans, moi ça me dérange pas trop parce que ça nous permet de développer par la même occasion des technologies qui peuvent nous servir par ici. À l'ESA, ils ont un projet qui s'appelle Melissa qui permet de produire de la nourriture à partir d'algues et de petites bactéries pour faire vivre les gens dans l'ISS, par exemple. L'ISS qui a des pertes énormes en termes d'oxygène, qui doit être replenished, qui doit être ravitaillée régulièrement pour qu'elle fonctionne. Mais on n'a pas aujourd'hui, à part quelques rares expériences style Biosphère 2 dans les années qui a échoué, New Age, qui a échoué malheureusement pour plein de raisons qui sont pas forcément scientifiques. Eh ben on a peu d'expériences qui peuvent nous dire, qui peuvent nous donner confiance dans l'idée de colonisation d'une autre planète, alors qu'on n'arrive même pas à gérer notre propre vaisseau spatial, qui est la planète Terre, quoi. Comment tu vois l'avenir ? Tu te dis que finalement on s'en fout un peu de notre petit destin espèce humaine au regard de ce qu'est l'univers, ou tu te sens, t'as ce recul par rapport à tout ça parce que t'as souvent la tête dans les étoiles, ou tu te sens particulièrement préoccupé ? Je me sens particulièrement préoccupé, mais je pense que je suis un peu biaisé en tant qu'être humain sur la planète Terre. Donc je me sens préoccupé par... C'est compliqué à enlever ça. Oui, c'est très 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 difficile. Mais il y a pas que nous, hein, je veux dire, il y a aussi tout le vivant qui nous accompagne dans ce grand voyage cosmique. Aujourd'hui, on est, si je reprends les mots du dernier rapport de l'IPBES, on est, il y a 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction aujourd'hui sur les 8 millions de vertébrés qu'on connaît à l'heure actuelle, enfin de vertébrés, d'animaux et de végétaux qu'on connaît à l'heure actuelle. C'est dommage parce qu'on perd des connexions qui sont quand même importantes, et on perd des services que la nature nous rend gratuitement et qui pourraient nous servir pour développer une utopie ultra-galactique. Enfin, donc, par exemple, de manière très pragmatique. Donc non, je me sens très préoccupé par toutes les questions environnementales et de la biodiversité, parce que je sens qu'on commence à peine à comprendre ce qui se passe. Je sens qu'on commence à avoir une idée de notre impact global sur le monde. Je sens qu'on peut y faire quelque chose, qu'il n'est pas encore trop tard pour agir, même s'il y a une inertie dans plein de systèmes qui font que c'est très difficile d'agir là-dessus. Mais le fait qu'on est dans des systèmes complexes avec une dynamique qui n'est pas forcément prévisible, ça me donne de l'espoir dans le fait qu'on pourrait agir sur le système de manière positive si on décide d'arriver dans le poste de pilote de vaisseau spatial et de se dire on va tourner ces boutons là, on va voilà. Est-ce que c'est pas inscrit dans l'histoire de notre espèce, que tu te places dans le temps long, et je sais qu'aussi c'est un de tes autres sujets, ce qu'on appelle la Big History. Big History, ouais. Mon autre obsession. On pourra reparler ultérieurement. Mais des arguments sur lesquels je suis tombé qui disent que finalement le destin de notre espèce, à partir du moment où on a commencé à développer une conscience et à se soustraire à la nature et la considérer comme une ressource, ou en tout cas que la civilisation dominante, la plus violente en tout cas, a émergé et peut-être détruit d'autres civilisations qui auraient un rapport différent avec la nature, est-ce qu'on n'arrive pas finalement à un moment où on devait arriver quoi qu'il arrive, et c'est-à-dire qu'on est une espèce qui est amenée à faire comme une espèce de parasite, c'est-à-dire à provoquer une extinction de masse, et que ça va être très difficile d'y faire quoi que ce soit. Comment tu... En fait, je trouve que c'est très prématuré de dire ça. Alors, je sais pas à quel point on se place dans l'évolution de l'humanité. Est-ce qu'on est plutôt sur le début? Est-ce qu'on est plutôt sur la fin? J'en ai aucune espèce d'idée, et je me garderai bien de le savoir pour l'instant. Mais je trouve que la vision qui est très déterministe de dire on a une trajectoire possible qui est la trajectoire capitaliste actuelle, c'est déjà passer un saut conceptuel que je me refuse de faire, parce que il y a un recul scientifique qu'on doit avoir sur le monde quand même, de se dire une humilité scientifique, de se dire on n'a pas toutes les clés en jeu, on n'a pas encore résolu la nature humaine, on n'a pas encore résolu la condition humaine, je sais pas si on le fera un jour, mais pour savoir tout ce qu'on peut être,
il faudrait tout tester. Et on est loin d'avoir tout testé encore dans nos logiciels mentaux, dans les manières dont on interagit avec les autres, dans les manières dont on produit notre nourriture, dans les manières dont on débarrasse de nos déchets. Dont on voit la nature aussi. Ouais. Exactement. Enfin, il y a plein de rapports à la nature possibles qui ont été expérimentés au fil des années. Il se trouve que notre modèle actuel qui est basé sur la domination de l'Europe au XVIe siècle et qui continue aujourd'hui avec les États-Unis, la Chine, l'Inde, etc. C'est aujourd'hui des modèles qui fonctionnent. Certains de ces modèles commencent à arriver à leurs limites. On commence à voir que ça marche pas comme on le voudrait pour plein de raisons. Même s'il y a eu plein de choses positives qui ont été issues de ce modèle-là. Malheureusement, on n'a pas encore tout testé. Donc, avant de dire on a une trajectoire très définie, autodestructrice, il faudrait qu'on essaye tout d'abord. Bon, en tout cas, on est probablement à un tournant. Ouais, carrément. Et on risque de voir, en tout cas de notre vivant, ce qui va se passer. Ça va être marrant. Bah ouais, il y a tout à découvrir. Je pense qu'on est à l'époque, comme dit Aurélien Barraud, on est à l'époque la plus importante de l'histoire de l'humanité, quoi, parce qu'on est la première génération à être consciente des enjeux globaux. Et on a une urgence à se penser en tant qu'espèce humaine, capable d'agir en tant qu'espèce humaine dans un monde fini. Et c'est exaltant en même temps, parce que voilà, on a deux choix. Soit on essaye de rendre le monde meilleur pour tous, et pour tous j'entends les humains et les non-humains. Soit on a le pouvoir, si on fait rien, de rendre le monde un peu moins habitable pour nous tous. Donc voilà, il faut choisir son camp. On a la chance de faire partie de cette génération, en tout cas. Ouais. On peut voir ça comme ça. Il faut juste choisir son camp. Moi, j'ai choisi le mien. Qu'est-ce qui t'excite le plus dans les choses que tu as pu découvrir sur la manière dont notre mode fonctionne? Un truc qui pourrait me faire changer ma perception de la réalité ou remettre en question ma vision du monde? Alors, question les personnes... à 1000 euros. Facile. Non, moi, les idées les plus puissantes que j'ai pu rencontrer en tant que dans mes explorations du milieu scientifique, dans tous les domaines, c'est que nos atomes d'hydrogène, ils ont été forgés dans les premiers instants du Big Bang, qui représente 10% de notre masse. Le reste de nos atomes, il a été forgé au cœur d'une étoile massive il y a plusieurs milliards d'années. On est donc littéralement des poussières d'étoiles, quoi. On partage aussi un lien génétique qui est inaliénable et probablement unique dans l'univers avec l'ensemble du vivant sur Terre. Et ça, c'est quand même pas rien. De la plus petite bactérie à la plus grosse baleine bleue, on partage le même code génétique, et ça a probablement pas été le cas au tout début de l'histoire de la vie. Donc il y a un modèle dominant qui s'est mis en place et qui lie tout le vivant aujourd'hui. Il y a 100 000 ans, on a côtoyé d'autres espèces d'êtres humains que nous. On a côtoyé des Néandertals, des Denisova, on a côtoyé des hommes de Flores, des hommes de Callao, des personnes, quoi, des espèces conscientes qui ont partagé notre univers mental pendant un moment, mais qui ont été fondamentalement différentes de nous. Et on les a côtoyés, et parfois on s'est hybridé avec eux. Ouais, il y a encore quelques pourcentages de gènes de Néandertal, c'est ça? 2,5%, quelque chose comme ça, si on est européen ou chinois. Mais aujourd'hui, voilà, toutes ces espèces, elles ont disparu. Depuis 13 000 ans, on est officiellement seul dans l'univers, mais on l'a pas toujours été. Et je trouve cette idée absolument fantastique quand même. Et donc voilà, à notre connaissance, on est seul dans l'univers aujourd'hui, malgré nos recherches. Il nous reste 1 milliard d'années avant que le Soleil ait suffisamment augmenté sa luminosité pour que la Terre soit inhabitable pour la vie complexe et donc pour nous. Donc en attendant, on a plutôt intérêt de se bouger pour créer une utopie galactique. Il y a une urgence à faire ça. C'est court, 1 milliard d'années à l'échelle de l'univers. Et on a une responsabilité particulière, quoi, parce que on est la première génération, je le répète, à porter un regard sur ces changements globaux qu'on impose à notre planète. Et on est aux commandes de ce vaisseau spatial qui est la Terre, malgré nous, mais on est aussi les seuls êtres vivants à être conscients qu'on est aux commandes. Et le problème, c'est que nos décisions, elles affectent tous les passagers du vaisseau. Et donc on a intérêt à appuyer sur plein de boutons au hasard pour savoir qu'est-ce qui fait quoi, jusqu'à ce qu'on comprenne comment ça fonctionne. Mais il va falloir qu'on passe au-delà des discours culpabilisants et apprendre à le piloter. Qu'est-ce que tu penses Enfin, tu viens un peu de répondre à ça, tu vois, mais qu'est-ce que tu penses qu'on pourra dire de l'époque actuelle dans un siècle? Ou si tu préfères, tu vois, si tu as un petit homme vert qui vient, parce que je sais que tu avais bien aimé ça avant, un petit homme vert qui nous observe en ce moment, il pense quoi de nous?
Alors j'aime bien sur les générations futures parce que ça nous raccroche un petit peu à ce qu'on connaît. J'espère que les générations futures, elles vont pas trop tous nous mettre dans le même panier quand ils nous jugeront pour les crimes contre l'humanité et contre la nature dont on est responsable aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'on va s'accorder rapidement sur une vision un peu commune et durable de l'avenir, parce qu'il y a un enjeu assez urgent à faire ça. Et j'espère que cette vision, elle sera essentiellement basée sur la science, sur une vision écologique, mais aussi scientifique de notre monde. Même si, la vision qu'on a à l'heure actuelle, elle est un peu branlante. Hein. Il y a plein de groupements d'idées qui sont en désaccord sur plein de trucs. Mais je pense qu'on peut encore vivre un bon anthropocène. Hein. Je reste assez positif à ce niveau-là, parce que si on se base sur l'histoire des idées, sur l'histoire des sciences, sur tout ce qu'on est capable de faire en tant qu'espèce de bien, on a quand même fait des trucs bien. Et contrairement à ce que disent les collapsologues qui voient tout sous le prisme de l'effondrement, je considère que le futur, il est pas encore écrit, parce qu'il dépend d'une quantité infinie de facteurs et d'acteurs qui sont impossibles à mettre dans un ordinateur. Donc tout n'est pas encore écrit, quoi. Et on fait partie de ces acteurs, et je pense que chacune des personnes qui écoutent ce podcast aujourd'hui a le potentiel d'agir bien au-delà de son cercle de proches, même s'il faut commencer par là, et en les alertant et en les informant sur ces sujets-là et sur les solutions potentielles, quoi. Parce qu'il n'y en a pas qu'une des solutions. On revient à cette logique de probabilité, en fait. C'est essayer de faire basculer la probabilité dans un sens ou dans l'autre. Enfin, plutôt dans un sens, en l'occurrence. Pour finir, est-ce que tu peux me recommander 2 ou 3 livres à lire absolument ? Je peux déjà citer celui que tu m'as conseillé il y a 1 an, qui s'appelle Earth in Human Hands, de David Grinspoon, qui est passionnant. Un gros pavé que je n'ai pas encore fini en 1 an. Il est dense. Ça dit densité. Est-ce que tu en as 2 ou 3 autres ? Ouais, j'en ai 2 ou 3 autres. Alors le premier qui m'a vraiment marqué récemment, c'est un bouquin de Donella Meadows, qui est, vous savez, cette chercheuse qui a bossé sur le rapport des limites de la croissance, et notamment qui s'appelle Thinking in Systems. C'est en anglais, malheureusement, c'est aussi pas traduit. Qui est un bouquin qui cherche à nous faire réfléchir en termes de système. Donc le monde dans lequel on vit, on peut le voir sous forme de système, et cette vision du monde, elle est vraiment pertinente pour comprendre plusieurs dynamiques, plusieurs échelles de temps et d'espace. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme bouquin. Ça a vraiment changé ma vision des choses sur pas mal de trucs, sur comment les sociétés fonctionnent, comment les systèmes écologiques fonctionnent, et comment tout ça est imbriqué les uns dans les autres. Le deuxième bouquin que je recommanderais, qui moi m'a beaucoup servi dans ma période de transition entre le côté obscur de la force et le côté lumineux, c'est un bouquin qui s'appelle Le guide d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon, qui est une succession c'est une espèce de petit cours d'esprit critique pour éviter de se faire manipuler dans la vie de tous les jours, de petits automatismes mentaux pour savoir comment juger ce qui est d'une connaissance légitime de pas légitime. Ça nous donne des petites bases en probabilité, en statistique, pour pas se faire avoir avec les chiffres. Et je trouve que c'est vraiment c'est très pédagogique, c'est très sympa. Il y a un 3e bouquin qui est plus récent et dont malheureusement l'auteur est mort, de Factfulness, qui est lui traduit en français. De Hans Rosling, qui est cet expert en données mondiales, en démographie, qui faisait pas mal de bruit sur TED à un moment, parce qu'il faisait des conférences où il était très énergique et très positif sur le monde. L'idée de Factfulness, c'est d'explorer l'état du monde à l'heure actuelle, dans une autre vision que celle qu'on a à l'heure actuelle, qui est très empreinte de human bashing, où il faut absolument qu'on porte un regard négatif sur l'humanité. C'est un bouquin qui se concentre sur les données mondiales, hein, pour savoir qu'est-ce qui objectivement s'est amélioré et qu'est-ce qui s'est pas amélioré, et notamment sur les données démographiques, sur les données sur plein de données mondiales, et c'est vachement intéressant, sur l'illettrisme aussi notamment. Donc c'est intéressant, même s'il est peut-être un peu trop positif sur certains aspects. Ça reste un bouquin intéressant si on veut avoir un point de vue factuel sur le monde. Et le dernier truc que j'aimerais recommander, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle, pas la mienne du coup, mais qui s'appelle Le Réveilleur. Donc Le Réveilleur, c'est tenu par un doctorant en sciences de l'environnement, qui parle de tous les enjeux climatiques et énergétiques actuels, et sur la biodiversité aussi. Et pour moi, c'est une des chaînes YouTube les plus utiles à regarder de ce siècle. Donc voilà. Ok. Cette liste, j'en profite pour rajouter un bouquin justement qui m'avait pas mal marqué sur la
sur la perception de la réalité et surtout la manière dont on perçoit notre capacité à penser de manière libre, qui s'appelle Système 1, Système 2, Thinking Fast and Slow en anglais, qui décrit en fait la pensée à deux vitesses et notre illusion de l'objectivité. Donc ça rejoint aussi un petit peu là, c'est de Daniel Kahneman qui a eu le prix Nobel d'économie justement pour ça, alors qu'il n'est pas du tout économiste. Mais qui remet en question justement les fondamentaux qu'on est capable par rapport à cette idée qu'on serait capable finalement d'avoir un libre arbitre toujours objectif, etc. Donc ça rejoint un peu cette idée. Et ben là-dessus, je te remercie énormément, c'était passionnant. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.